Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire une petite émission improvisée aujourd'hui. Parce que j'ai un peu de temps et en buvant mon café, je vais vous faire l'analyse et vous la partager, comme ça tout le monde en profite. C'est toujours plus sympa. On va la faire beaucoup plus courte celle-là. Et surtout, en fait, je voudrais vous introduire deux, trois petites modifs par rapport à la structure des émissions que j'aimerais changer pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'en ai ras le cul de faire des émissions d'1 heure et demie. Et en fait, je me rends surtout compte qu'à chaque fois, j'arrive à me contenir à faire des émissions, on va dire, entre 30 et 45 minutes, mais que c'est souvent qu'il y a autant de durée d'émission au début que de questions à la fin. Donc il y a beaucoup, beaucoup trop de questions. C'est pas la faute de vos questions, en fait, c'est la faute du temps que je mets à répondre à vos questions et au blabla inutile que je fais souvent pour répondre à une question qui était pourtant simple. Donc rassurez-vous, je connais mes défauts. Seulement, comme tout le monde, c'est les défauts, c'est des défauts. Hein, on ne les contrôle pas forcément. Donc en fait, je vais me mettre un garde-fou supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va changer simplement la structure des émissions. À compter de maintenant, je ne répondrai donc plus aux questions jour après jour. Je répondrai aux questions à la fin de la semaine. C'est-à-dire que déjà d'une, pour éviter de polluer les émissions, forcément quand le mec fait play sur la vidéo, il se dit « Oh putain, 1 heure et demie, bordel !» Voilà, donc ça on va arrêter. Je vais vous faire simplement donc des émissions d'analyse. On garde le même schéma. Hein. Lundi, on fait du swing. On fait toujours une petite intro swing de 5 minutes derrière s'il y a des choses à dire. Et après, intraday les autres jours. Et mercredi, l'émission éducative, à laquelle on va ajouter donc maintenant le vendredi, au lieu de faire une émission intraday, parce que d'ailleurs d'une, en fait, de faire de l'intraday le vendredi, d'une, c'est pas vraiment le meilleur jour. De deux, on continuera de faire le swing, parce que pour le coup en swing, c'est très important de regarder à quel point on en est à l'approche des clôtures hebdomadaires. Donc en fait, vendredi, on va changer le thème de l'émission. Ce sera donc une émission clôture de la semaine en swing. Quelles clôtures on va surveiller, lesquelles peuvent produire des signaux intéressants à anticiper pour la semaine suivante. C'est-à-dire essayer de voir s'il n'y a pas un trade swing à prendre en fin de semaine pour anticiper peut-être des gaps le week-end, le lundi matin. On verra, voilà. Donc plutôt, en fait, ça me semble plus logique de faire ça, une petite émission, en gros, clôture de la semaine en swing. Donc une émission swing le lundi matin pour préparer la semaine, une émission swing le vendredi pour clôturer la semaine, des intraday mardi et jeudi, et mercredi toujours éducatif, et vendredi du coup on y ajoutera, au lieu d'ajouter et de faire swing plus intraday, on va faire swing plus réponse aux questions. Donc l'émission de vendredi elle risque d'être longue, puisque je vais répondre à toutes les questions de la semaine, d'accord, celles qui iront du lundi au vendredi, mais l'avantage c'est que souvent en fait je vais avoir 3 fois la même genre de questions, lundi, mardi, mercredi, et je suis con, j'y réponds 3 fois. Donc je vais essayer de gagner un peu de temps là-dessus. Et tout simplement, par contre, je ne répondrai pas maintenant plus c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, c'est-à-dire au lieu d'aller sur une vidéo, vous voyez là par exemple, si là je devais me taper une séance de questions aujourd'hui, il faut que je réponde à tout ça. Autrement dit, là, je vous fais une émission, j'en ai pour 1 heure et demie minimum. Hein, donc, je ne vais pas faire ça, je ne veux plus faire ça. Voilà. Par contre, ce que je ferai maintenant, c'est que tout simplement, je ferai ça. C'est-à-dire, je prendrai les réponses de toutes les vidéos de la semaine. J'ai les dates, hein, donc j'ai il y a 2 heures, machin, et compagnie, et je passerai comme ça. Voilà. J'essaierai de passer, et là, pour le coup, ça ne prend que les... il me semble que là, il n'y a pas tous les commentaires. Je sais plus. Enfin, il me semble que là c'est trié, que je ne vois que certains commentaires ici. Donc j'essaierai de trier ça. Je ne pourrai pas répondre forcément à toutes les questions, sinon là, imaginez toutes les réponses de la semaine dans une seule émission, elle fera 4 heures. Donc je trierai certaines questions. Pour ceux qui veulent absolument les réponses, si votre question aura été sautée, faudra pas m'en vouloir. Soit vous me l'envoyez par mail et je vous ferai une réponse indépendante, si vous insistez vraiment. Mais voilà, soyez pas blessés. Si je saute votre question, c'est pas qu'elle est forcément inintéressante, c'est que je vais essayer de chercher en fait à répondre dans la masse. Si je vois plusieurs questions redondantes, j'essaierai d'y répondre, mais des questions isolées, j'essaierai d'y répondre parfois, mais j'aurai pas forcément toujours le temps de le faire. Surtout, ça dépendra en fait de la quantité de questions posées. Voilà, allez, sur ce, donc, on va quand même faire une petite analyse swing. Donc, je vous dis, je bois le café tranquille et je découvre un peu les marchés aujourd'hui. Là, je viens de débarquer, hein, donc j'ai pas fait de trading ce matin. Et on va donc essayer de voir ça ensemble. Et donc on va essayer de le faire sous la forme donc clôture swing, clôture hebdomadaire. Donc on va essayer de regarder là d'ailleurs à quoi ressemblerait. Bon, le problème Bitcoin, et en fait on va le passer très vite. Donc Bitcoin hebdomadaire, squeeze, tentative de cassure baissière. Bon, pour moi on est ici en contexte en cadre hebdomadaire. Alors on va mettre un peu plus d'historique que ça parce que là quand même on a besoin de plus. Donc on va prendre le Bitfinex.
Voilà, mais c'est la même chose, hein, voilà. Donc contexte, c'est squeeze de momentum, on tente de sortir par le bas. Je pense que c'est le rect final par là, hein, dans cette zone-là. On vient faire mumuse, peut-être un rect suivant pour aller chercher 2009 et compagnie, hein, je sais pas, mais on risque d'aller aussi bas que nécessaire. Donc tous les mecs qui disent ouais 4005 c'est la zone technique, c'est là où il faut acheter et compagnie. Bon bah voilà, moi je vous dis les arguments que je vous ai donnés la semaine dernière, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, j'applique les stratégies que je vous donne, à savoir, pour moi, c'est un marché sous contrôle de market maker. Donc, malheureusement, j'ai tout sauf envie de trader technique. J'ai plutôt envie de trader comme c'était prévu, la psychologie du marché, c'est-à-dire tant que je ne vois pas les spéculateurs particuliers se faire complètement démonter, je ne fais rien. C'est-à-dire que tant que je vois des gens essayer de comprendre les mouvements de marché, et d'ailleurs, soit dit en passant, je reçois des mails tous les jours, je vois vos mails, je ne réponds pas forcément à tout le monde tout le temps, ça c'est clair. J'ai pas le temps, je fais en fonction du possible, hein, comme toujours, comme un peu je ferai pour les questions. Là, en ce moment, le thème du moment, c'est donc les gens qui n'aiment pas trop ce que j'ai dit hier sur le market maker et compagnie, qui essaient de me dire, Phil, tu dis n'importe quoi. Alors, je dis peut-être n'importe quoi, certes, hein, d'une, je prétends pas détenir la vérité, et de deux, je vais rester par contre là-dessus, d'accord. Je vais revenir sur les choses que j'ai dites, tout simplement pour les clarifier, parce que certaines de ces choses ont été mal comprises par certains, et je ne veux pas vous induire en erreur, loin de là. Donc, le market making, ça existe depuis des années, c'est pas une nouveauté, c'est pas bien, malsain et compagnie, c'est juste, voilà, pour moi j'utilise ça comme un contexte de marché. En fait, je m'en branle de savoir ce que pense le market maker, ce qu'il fait. Ça, en fait, c'était limite un blabla inutile. Et effectivement, j'ai peut-être perdu certains d'entre vous à ce niveau-là, dans des argumentations franchement pas nécessaires. On va revenir à l'essentiel. Je suis désolé, hein, vous me connaissez, vous connaissez mes défauts. Je parle beaucoup et parfois un peu trop, et c'est pas nécessaire. Et limite, effectivement, je vais vous embrouiller. Donc, retirez tout ce qu'on a pu dire sur les market makers. Qu'est-ce qui m'importe là-dedans, dans une stratégie de trading ? C'est un contexte de trading, un marché market maker. J'identifie la forte probabilité de voir un market maker à l'œuvre ici pour faire bouger les prix. Donc, face à ce marché-là, moi je fais ce que je fais toujours quand je vois ces actions de prix. Que j'ai tort ou que j'ai raison sur le market making, je m'en branle en fait. C'est simplement que je vais cadrer mon marché d'une façon légèrement différente, puisque dans un marché market maker, si tu réfléchis, tu as tort. Donc, tu prends ton cerveau quand c'est market maker, tu le congèles, et tu trades de manière débile, c'est-à-dire tu te dis où est-ce que j'aurais mis mon stop ? Eh bien je rentrerai ici. Donc où est-ce que vous mettriez votre stop en achetant à 4005 ? Moi je me dis chouette, j'achète 4005, je me mets un stop de protection sous le bottom ici et ça va passer. Donc je me dis où est-ce que j'achète aujourd'hui ? 2009. Voilà, c'est le seul prix que je suis prêt à payer aujourd'hui tant que je vois le marché sous contrôle de market making. C'est-à-dire que tant que la structure reste des canaux baissiers très étriqués avec une structure de prix typique de ce que je vous appelle la lessiveuse, c'est ce que j'appelle un marché piloté, en tout cas un marché qui ne sait pas où il va et un robot est en train de lui donner une direction. Et je déteste ça parce que, en général, c'est les market makers qui font ça et drivés par leurs propres besoins de liquidité. C'est-à-dire qu'ils vont trader en fonction de ce que vous faites et généralement à l'inverse. Donc, plus vous réfléchissez, plus vous avez de chances de prendre les mêmes décisions que d'autres personnes, plus vous avez de chances d'être la cible du market maker. Après, que vous aimiez cette notion-là ou pas, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, en fait, on s'en fout. Tout ce que je veux vous faire passer comme message, c'est vraiment ça. Dans ce contexte de marché, plus vous essaierez de comprendre, plus vous aurez tort, malheureusement parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il y a même un autre argument autre que le market making qui arrive à la même conclusion. Donc si le coup du market maker ne vous plaît pas dans mon argumentation, et je peux le comprendre, je ne suis pas là pour vous imposer des choses, juste pour vous donner des pistes de réflexion et vous expliquer comment moi je réfléchis, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais vraiment loin de là. Le but de ces émissions, c'est pas de vous faire la météo de demain et de vous dire c'est ça qui va se passer. C'est de vous dire moi je vais faire ça dans telle et telle condition parce que je ne fais pas ces émissions pour vous imposer ni vous vendre des signaux ni quoi que ce soit. Je le fais pour vous montrer comment je travaille jour après jour. Sans filtre, sans rien, sans bullshit, sans cacher les pertes, sans cacher les gains. J'essaie d'être le plus transparent possible. Il y en a à qui ça ne plaît pas. Vous passez votre chemin, il n'y a pas de souci. J'impose que dalle, vous ne payez pas pour voir ces émissions, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ?
Alors il y a toujours la trame de fond, oui mais tu publies pas tes résultats, donc c'est que tu es un fake. Bon voilà, ça fait 8 ans que je suis sur les marchés, j'ai autre chose à foutre que perdre mon temps. Si vous voulez mes comptes, j'ai déjà expliqué pourquoi je ne les publie pas, parce que dans ce monde de fake, plus on en montre, plus c'est faux. Et je ne les montrerai que le jour où ça pourra être 100% infalsifiable. Et comme ça, je pourrai tout simplement... Si je publie mes comptes, tout simplement, demain, il va se passer quoi? Il y a des mecs qui vont dire « Ah, mais c'est fake, ah, mais c'est machin, ah, mais il a d'autres comptes à droite, à gauche. » Voilà, bon, c'est du grand n'importe quoi. En fait, quand on joue ce jeu de la transparence, soit il faut le jouer, mais totalement, c'est-à-dire, en gros, je vous publie un compte-rendu de mon compte tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, comme ça, vous voyez toute la modification de tous les trades, toutes les expositions. Eh, what the fuck, les gars, si je fais ça, je vais vous faire payer une formation. Si je vous fais ça, je fais bien mieux que tous les concurrents. Il n'y a pas de problème, hein, je pourrais le faire, mais dans ce cas-là, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui, je deviens un formateur. Mais là, par contre, je vous vends mon savoir de trader, mais je vais vous le vendre, là, pour le coup. Si vous m'emmerdez à me demander de publier des résultats tous les jours, tous les soirs, vous donnez mes trades, je suis désolé, dans ce cas-là, ce savoir, il aura un coût. Aujourd'hui, je vous fais ces émissions gratos, sans déconner et sans m'enfler les chevilles. Je pense que c'est bien au-dessus de la qualité moyenne que vous pouvez trouver sur YouTube. Il ne faut pas non plus pousser. Et c'est surtout, je vous dis, pour moi, la meilleure des transparences, c'est la putain de régularité. Vous savez tout ce que je fais tout le temps. Les vidéos sont enregistrées. Vous pouvez me prendre à défaut quand vous voulez. Vous avez toutes les preuves pour montrer si je suis un mytho. Donc allez-y, si ça vous amuse, au lieu de perdre votre temps à me dire c'est probablement un faux trader parce qu'il ne publie pas ses résultats. Vous perdez votre temps, moi j'ai pas de temps à perdre non plus, on passe ces considérations-là un peu rapidement. Ok ? La suite, c'est simplement ça. Pourquoi ce marché pourrait être irrationnel ? Pour une raison toute conne. Je vous avais dit déjà à l'époque qu'après une bulle, on a probablement une fin irrationnelle. C'est-à-dire, ça finit de deux façons un crack. Soit la traversée du désert, c'est ce que je pensais qu'on était en train de faire, je me suis juste planté. On part donc sur le rect. Le rect, c'est la réciproque de ça. À l'époque ici, quelle était la psychologie ? L'euphorie. C'est-à-dire que là, on ne cherchait pas à comprendre, on achetait parce que ça achetait, et le thème, c'était de dire, il faut en être. Voilà. Derrière, quelle était l'émotion qui suivait ? L'alerte, d'accord, l'alerte complète, que normalement ça devait montrer les drapeaux rouges pour tout le monde, et ensuite cette fameuse phase du déni, c'est-à-dire que de façon visuelle, de façon rationnelle, tout indique que ça va se péter la gueule, et pourtant les gens continuent de chercher à acheter. C'est exactement la même chose qui se produit ici. Effectivement, il y a le red flag, tout indique qu'on va complètement recte les spéculateurs, et pourtant ils font quoi ? Ils continuent d'acheter. Je pense qu'il faut faire très attention. Tout comme à l'époque le marché a baissé ensuite, je pense que le marché va se reprendre. Je pense, d'accord ? Donc ça veut dire gestion du risque, parce qu'il n'y a jamais de certitude. Mais comme c'est impossible de savoir à quel prix on va, il n'y a que buy and hold qui permet de faire cette stratégie-là. C'est le seul contexte. Ça, vous l'avez compris, je ne vais pas le répéter une nouvelle fois. Mais la très mauvaise posture à apporter maintenant, c'est d'avoir fait un buy and hold. Je vous dis ça parce que je le vois à travers tous vos messages, je suppose que c'est ce que vous pensez, je décortique cette émotion, je vais essayer de vous apporter la vraie bonne réponse en fait, qui n'est pas de chercher à comprendre. Chercher à comprendre, c'est-à-dire tous les gens qui vont dire oui mais non, c'est pas du market making, c'est pas du machin, c'est du bidule, c'est du truc, on va aller ci, on va aller là, on va faire ci, on va faire ça. Plus vous cherchez à comprendre, plus vous portez une réponse à une mauvaise question. Vous vous attaquez à un mauvais problème. Le problème, il est à la source de ce qui amène cette recherche de comprendre, de compréhension. Il n'y a pas besoin de comprendre, tout simplement parce que ce qui va se passer là, c'est une pattern psychologique. Ce qu'on recherche, c'est un état d'esprit. Et votre état d'esprit de recherche de la vérité, ou en tout cas de recherche de la compréhension de ce qui est en train de se passer, est une très mauvaise réflexion parce qu'en fait, ça traduit un sentiment que vous avez, mais qui est plus pernicieux, qui est celui de l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris un achat, il est en perte, et face à cette perte, vous vivez un stress. Cette perte est vécue comme un stress, et du coup, il faut gérer ce stress de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut rationaliser ce stress. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de comprendre. Vous faites tout pour vous prouver que ce marché va monter. Donc vous faites quoi ? Vous vous biaisez dans votre analyse. Vous vous dites, on est sur un support, il y a des divergences, il y a des machins, vous achetez. Qu'est-ce qui se passe en face ? Tout le monde fait ça. Donc le market maker, ou peu importe ce que vous voulez, appelez ça n'importe comment,
Il va vous vendre et il va continuer de le faire parce que tout simplement, votre décision, elle vous semble rationnelle, mais le problème, il est plus bas que ça dans la prise de décision, c'est tout simplement le stress. Vous ne devriez même pas stresser. Est-ce que vous me sentez stressé depuis plusieurs semaines? Non, je ne fais qu'une chose, je viens vous rassurer depuis 2 putains de semaines. C'est tout simplement vous dire, ça tombe. Et alors, ça faisait partie du plan. Le plan, il est de dire, tant qu'on n'est pas à 0 dans 2 ans, il n'y a pas de stress à avoir. Vous ne devez pas regarder vos graphiques tous les jours, vous ne devez pas être là en train d'espérer vous réveiller un matin et voir le Bitcoin faire plus 20% et dire « Ouf, ça y est, c'est fini, je peux respirer, le creux est enfin trouvé. » Non, non. Le moment où vous pourrez vous dire « c'est tranquille », c'est le moment où vous verrez tous les réseaux en panique complète. Quelles sont les émotions que je veux voir ? Pas du tout de l'espoir. Ce qui fait que quand je vois vos messages actuellement, je vois encore de l'espoir. Sur les réseaux, je vois de l'espoir, de la recherche d'un espoir, par la recherche d'une compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est une très mauvaise réponse au problème réel qui est totalement différent. Vous ne devez pas être stressé. Si vous l'êtes, c'est que vous n'avez pas respecté la stratégie, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis 5, 10, 15% maxi de votre capital dans ces crypto-devises, que vous avez la peur de perdre. On s'en fout de perdre. Si vous perdez vos 5 à 15% de capital. C'est une possibilité qu'il faut accepter. Et à partir de là, tout ce qui se passe entre 6 600 $, 6 400 $, le prix à peu près d'entrée qu'il y a eu sur le buy and hold, est zéro. Tout ce qui se passe n'est pas de votre ressort, ne doit pas générer de stress. D'accord ? Il faut que vous appreniez à comprendre, en fait, attaquez-vous à ce stress. C'est ça votre problème. Ce n'est pas la compréhension qui va vous permettre de rendre ce stress acceptable. Ce qu'il faut faire, c'est vous attaquer au vrai problème. Vous ne devez pas stresser. Si vous stressez, soit c'est parce que vous allez prendre la plus grande leçon de trading de votre vie, vous allez apprendre à respecter une putain de stratégie, ou alors, tout simplement, c'est que vous avez mis du levier ou que vous avez mis plus de 15% de votre capital. Dans ce cas-là, vous avez un impact émotionnel avec la baisse du Bitcoin et effectivement, ça va générer un stress que vous ne pouvez pas contrôler, tout simplement parce que vous n'avez pas respecté le cadre. Moi, je vous l'ai dit, le Bitcoin, il va à zéro, je vais perdre 5000 €. Waouh! C'est la fin du monde. L'Ethereum va à zéro, je perds 7000 € de plus. Oh merde, 12 000 € de perte. Dis donc, qu'est-ce que c'est énorme. Combien j'ai pris sur la baisse du Bitcoin? 17 000 €. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, même si ça vaut zéro, les cryptos, je ne vais pas renforcer mon Bitcoin du coup, parce que je ne le renforcerai jamais. Donc j'aurais mis 12 000, j'aurais gagné 17. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné 5000 balles à trader les cryptos. Voilà. Incoming mail. Pardon pour ça. Voilà pourquoi, d'une part, je ne stresse pas, parce que j'ai construit une stratégie, qu'elle est faite de façon logique, et que même si je n'avais pas pris les 17 000 balles à la baisse, je suis prêt à perdre ces 12 000 €, parce que l'espérance de gain derrière, elle est au moins équivalente, et que je pense qu'on est sur des prix de support. Maintenant, le marché décide de mettre les gens sous le stress, et c'est l'objectif de cette phase, de faire stresser les gens. Donc, si vous stressez, non, on va reprendre le processus. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe, c'est probablement parce que vous essayez de rationaliser un stress. Attaquez-vous dans ce cas-là au vrai problème, pas qui est de chercher une réponse à vos questionnements, mais bien de vous attaquer à la source du problème qui est ce stress et la façon dont vous le gérez, puisque vous le gérez d'une très mauvaise façon en cherchant à comprendre ce n'est pas la bonne réponse que vous y apportez. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, je pense, vous aurez compris enfin le vrai gros problème auquel vous devez vous attaquer, qui n'est pas de venir critiquer mes vidéos quand je vous parle de market maker, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Pire que ça, ne vous dites même pas, Phil a dit c'est le market maker, du coup, pouf, ça y est, c'est parfait, j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Je vais attendre que le market maker ait fini. Ça se trouve, il n'y a même pas de market maker qui travaille, et c'est juste que ça vend parce qu'on ira à zéro. C'est possible. Chercher à comprendre est une très mauvaise approche ici. Moi, si vous voulez, j'essaie de vous apporter des pistes de réponse, mais en fait, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû m'attaquer à la base de votre problème, qui est vraiment ça, la gestion du stress que vous faites sur cette phase de baisse, à laquelle normalement il fallait être préparé, et où très sincèrement, moi, en tant que professionnel, je m'en contrefous de ce qui se passe maintenant. Ça génère absolument rien chez moi. Je regarde et j'essaie par contre de faire en sorte que vous n'alliez pas dans les niveaux de stress qui vont vous faire appuyer sur les boutons bêtement. Parce que c'est ce que le marché essaye de faire là maintenant, Voilà, on va même aller encore plus loin. La tentative de compréhension que vous avez maintenant, en fait, elle n'a que 2 options. Soit vous avez du cul, vous allez trouver une vraie raison qui va se réaliser. Wow, génial, c'est un peu comme parier au PMU sur 15 chevals et trouver celui qui va arriver en premier. C'est cool, mais vous aviez une chance sur 15. Est-ce que c'était obligatoire de faire ça? Non.
Par contre, si vous tombez sur les 14 sur 15 qui vont perdre, voilà, ça a servi à rien en fait. Vous avez gâché de la matière grise à essayer de trouver une solution qui n'était en plus pas la réponse au bon problème. Et deuxièmement, ça peut introduire un truc très très négatif, c'est le doute. C'est que tout simplement, en cherchant des informations, en allant glaner l'Internet pour tout et n'importe quoi, vous allez potentiellement même vous laisser convaincre par des arguments, souvent très convaincants, qui vont peut-être vous faire changer d'avis, qui vont vous dire « Ah mais merde, au final… » Vous voyez, moi j'en reçois plein, il y a des mecs qui me disent « Mais Phil, mais regarde l'Ethereum, en fait, c'est bullshit, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais fonctionné depuis le début et compagnie. » Oui, moi quand je lis ça, je me dis « Ouais, merde, j'ai peut-être acheté une coquille vide. Est-ce que pour autant je vais appuyer sur le bouton de vente ? Rien à foutre. » Vous comprenez la différence ? Je m'en bats les couilles de ce que pensent les autres, mais vraiment complet. Tu peux essayer de me convaincre aujourd'hui que j'ai fait n'importe quoi en achetant des bitcoins ou des Ethers, je vais te dire « Et alors ? Je m'en fous, mais je m'en fous complet. » Si ça vaut 0, le mec va revenir dans 2 ans, puis il va me dire « Mais tu vois Phil, je te l'avais dit, je te l'avais dit !» Et je lui dirai « Et alors mec, j'ai déjà triplé mon compte depuis, qu'est-ce que j'en ai à branler en fait des bitcoins ? Je faisais pas de sentiments avec ces trucs-là. Je fais pas de sentiments dans le marché, j'applique une stratégie. Ma stratégie, elle m'invite à appliquer ce cadre-là avec ce contexte. Je le fais, point barre. Si j'ai tort, si j'ai raison, c'est la panasse des imbéciles. En tout cas, pardon, pas des imbéciles, je vais encore me faire taper dessus. Des mauvais traders, voilà. Les gens qui sont dans ces considérations-là, qui a tort, qui a raison, qui gagne, qui perd, tous ces gens-là sont perdants. Et oui, c'est con, hein, mais on le sait. Hein. Bon, après, moi, ça fait des années que je suis dans le métier, donc au bout d'un moment, je vois tellement de gens se former que, voilà, au final, j'ai des patterns. Je peux faire des statistiques sur vous, parce que vous êtes nombreux, et que surtout, c'est des rationalisations, c'est des schémas logiques que j'ai déjà vus tellement de fois par le passé. Donc, voilà, effectivement, je pense que la seule façon aujourd'hui que j'ai de vous aider et que vous avez de vous aider, c'est tout simplement remettez-vous dans le cadre. Si vous avez pris trop de levier, vous savez quoi ? Il vaut peut-être mieux prendre une perte qui fait mal aujourd'hui, mais demain, ne pas avoir à gérer le stress d'un margin call ou un truc comme ça. Même si ça se trouve, si vous vendez la moitié de vos trucs ici pour vous remettre avec un levier 1 et que demain, ça reprend 15%, vous allez dire « Putain, le con, il m'a fait vendre tout en bas. » Ok, qu'est-ce qui se passe si on va à 2009 et que tu te fais rect ? Tu vas venir et tu vas me dire « Oh, le con, il m'a fait acheter et maintenant, j'ai plus d'argent. » Bon, voilà. En fait, moi, ce qui me gonfle, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je serai toujours le con de quelqu'un. Alors, je le sais depuis des années, hein, et de toute façon, depuis que je communique, c'est quelque chose dont je suis conscient et que j'accepte. Je ne peux pas lutter contre ça. Maintenant, j'aimerais envoyer un petit message, parce que là, en ce moment, effectivement, vu que ça bouge et qu'il y a des émotions, j'en reçois un peu plus des messages un peu moins gentils. Alors, heureusement, il y a toujours beaucoup de gens très, très gentils qui envoient des messages absolument adorables, et heureusement qu'ils sont plus nombreux, parce que franchement, des fois, je vous dis, ça me touche pas normalement, ces messages-là. Les messages juste pas de haine, mais les messages de critique non fondés, normalement ça me passe au-dessus du ciboulot, mais complet. Alors en ce moment, comme ça bouge, vous êtes tous à essayer de me dire « Ouais, mais là tu dis n'importe quoi, Phil, tu fais ci, fais ça, voilà. » Donc je vais vous répondre de manière globale, d'accord, à tout le monde. Je ne suis pas là pour vous influencer, mais j'ai conscience que quoi qu'il arrive, malgré moi, depuis ces dernières années, je suis devenu un influenceur malgré moi. J'ai jamais voulu l'être, d'accord ? J'ai jamais cherché à être à la place où je suis aujourd'hui. Ça s'est fait tout seul et je suis obligé de subir les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez nombreux aujourd'hui et de vous aider à vous former. C'est génial, je préfère parler à 3000 personnes que de parler à 300. Le problème, c'est que, effectivement, sur 3000 personnes, ça amène aussi les haters, les trolls, les imbéciles qui te prennent pour un trader perdant. Bon, voilà, des trucs classiques. Seulement, ces gens-là étant plus nombreux, parfois, quand t'es crevé, c'est l'hiver, on déprime, ça commence à me toucher un peu et je vous le dis sincèrement, ça me casse les couilles. Parce que je fais ça gratos. D'accord ? Personne ne paye rien du tout. Comme je vous ai dit, je fais tout ce que je peux pour vous donner une transparence acceptable. Maintenant, si vous remettez ma compétence en doute, vous vous barrez tout simplement. Okay ? Mais perdez pas votre temps à venir m'emmerder, à m'envoyer des mails pas très gentils, parce que franchement, ça me casse les couilles. Voilà. Bref, passons à autre chose. Mais je voulais juste envoyer ce petit message. Vraiment, je trouve ça pas cool, le trolling et le truc comme ça du genre. C'est d'une perte de temps affligeante pour vous et pour moi. Voilà.
Bref, allez, on continue. Donc les cryptos, vous la jouez comme ça. Je pense que c'est la seule façon de recadrer le truc. Posez-vous les bonnes questions et apportez les bonnes réponses aux problèmes. Là, je cherchais la compréhension de ce qui se passe. C'est probablement la plus mauvaise des réponses. Allez, je ne vais pas tourner en rond, on est déjà à 24 minutes. Je vais faire un tour rapide des autres marchés. Mais comme de toute façon, l'essentiel de vos questions tourne autour des cryptos, il va de soi que je passe un peu plus de temps aujourd'hui là-dessus pour répondre à vos besoins, hein, tout simplement. Voilà. La UDNZD, je vais le surveiller aujourd'hui. Lui, il m'intéresse beaucoup. Si on peut avoir une clôture hebdomadaire comme ça en doji, et même si on peut avoir une clôture hebdomadaire positive avec notre joli pote Momentum qui est OK, et je peux d'ores et déjà vous dire que si on part à la hausse la semaine prochaine, Sinewave le sera aussi. Comme on est en plus ici sur une borne de contexte, de cadre technique, c'est acceptable. C'est-à-dire que normalement, avant de créer une tendance, d'accord, avant d'installer une tendance, on va acheter la borne d'un cadre technique. C'est typique de ce qu'on appelle la vague 2 en fait. C'est-à-dire là, ça ferait vague 1 et 2 et boum, et là on installe la tendance. C'est-à-dire que si ici on trouve un soutien acheteur, je pense qu'on va installer une tendance derrière. C'est-à-dire que ce canal haussier là va pas être réorienté à la baisse, au contraire, il va rester orienté à la hausse et on va l'accélérer. Vous voyez, en fait, moi ce que je veux voir, c'est ça. Allez, je vais vous montrer en fait ce que normalement, je vous anticipe les indicateurs, après je vous dis, moi c'est moi qui les ai faits, donc je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ils... J'arrive un peu à les anticiper. Si là, on ne baisse pas plus que ça, ce canal-là, normalement, il va rester orienté à la hausse. Si la clôture hebdo est comme ça. Ça va continuer, c'est-à-dire que celui-là, il va monter comme ça, doucement. Hein, voilà. Lui, il va monter tout doucement, d'accord, ce canal-là. Ce canal-là, ici, va monter beaucoup plus fort, d'accord. Lui, il va accélérer. Lui, il a c'est un peu comme un SAR. Voilà, dans Framework, j'ai un peu le même, j'ai pris un peu du SAR dans le principe où les canaux accélèrent. Vous voyez, un facteur d'accélération. Ici, ça accélère à la baisse. Sous plusieurs facteurs et beaucoup plus complexe que le SAR. Le SAR, lui, pour moi, c'est trop linéaire comme accélération. J'aime pas ça. Et donc, j'ai fait un truc différent, mais l'idée est un peu la même derrière. Le fait que ça va pas créer un canal comme ça. D'accord ? En fait, si, mais c'est un canal qui va accélérer. Vous voyez, ça va comme ça va converger vers la résistance. D'accord ? Donc l'objectif, c'est ça. C'est que pour moi, je pense que les prix ici vont pas aller plus bas. Hein. Voilà, je pense clairement pas. Je pense que si on rebondit ici, c'est cool. Et je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir toucher le canal, puis on va l'accélérer. Vous voyez, c'est-à-dire ici, on va revenir, probablement faire un petit pullback 50% du canal, et puis on va installer une tendance. Et là, on va accélérer ce canal-là, et on va créer en fait la réciproque de ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? En fait, là, aujourd'hui, on en serait à la même étape que ça. Vous voyez, le moment où on revient taper le canal, et il rejette, et là, on vient accélérer le canal tendanciel derrière. C'est exactement ça que je veux voir. Le marché ici qui échoue sur le cadre technique et qui part chercher le cadre technique opposé pour installer une tendance. Ok ? Donc la UDNZD, c'est ce que je recherche. En daily, la bougie aujourd'hui n'est pas inintéressante. On tente le premier avalement haussier depuis... Donc on va voir comment ça clôture aujourd'hui. Si on peut clôturer comme ça, reprendre le support Fibonacci des 1,65, pardon, avec un avalement haussier et une clôture hebdo en doji, et avec une clôture haussière, avec une clôture plus haute que l'ouverture, c'est très bon signe pour la semaine suivante. D'accord ? Il n'y a rien qui m'invite à être très agressif côté momentum ici, donc je pense qu'il faudra avoir une gestion du risque assez large si on joue des renforts la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il faudra laisser l'opportunité au marché de venir éventuellement chasser sous ce bottom. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas mettre des stops sous ce creux, parce que je n'ai pas une gestion du risque ici. J'ai cette micro-divergence de court terme, qui est quand même très 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 difficile à acheter. Par contre, on a bien des structures de fin de cycle, c'est-à-dire qu'ici, Sinewave est d'accord, et on est dans une zone de prix qui fait du sens. Par contre, il n'y a pas encore de structure haussière sur le momentum, ce qui veut dire qu'il reste un risque latent d'aller un petit peu plus bas, et face à ce risque, je pense que la taille de la position doit être réduite si on remet des achats. Ok ? Toujours pareil, les indicateurs, c'est pas magique, c'est juste là pour vous aider à gérer le risque. Il y en a encore qui m'envoient des messages gentils pour me dire que je suis qu'un putain de vendeur d'indicateurs, hein, et ça me fait chier quand même. Ça fait 4 ans que je me casse les culs à faire un algorithme, à bosser sur les mêmes trucs. Hein. Un vendeur d'indicateurs, il vous en sortira 3-4 par an des indicateurs. Il va essayer de vous surfer sur la vague pour vous vendre des indicateurs. Putain, j'espère quand même que vous avez compris que c'était pas mon cas, quoi. Hein. Mais de toute façon, ça va finir qu'un jour, ça va tellement me gonfler en fait de partager gratos qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de partager tout court. Je vais filer les indicateurs gratos à tout le monde, comme ça, personne ne me cassera les couilles à me dire que je vends des indicateurs et que je suis pas un trader. Hein. J'espère quand même qu'avec le temps, vous avez quand même compris que c'est un peu pas le cas, parce que bon, enfin, je veux dire, trader tous les jours, vous donner des scénarios de trading.
Je me lève le cul pour vous sans vous demander rien en échange. Quand même, au bout d'un moment, je trouve ça culotté de venir critiquer, quoi. Surtout quand c'est des débutants qui viennent critiquer un mec qui a 8 ans d'expérience. Et après, j'ai pas la prétention de dire que je suis un trader abouti, hein. Loin de là, à 8 ans d'expérience, tu commences à être bon, mais je suis qu'au début, hein, voilà. Il m'en reste encore des années de trading devant moi et des choses encore à apprendre. Je suis clairement loin d'être un trader parfait, hein, vraiment loin de là. Il y a encore beaucoup de marche à franchir derrière. Mais par contre, je pense sérieusement être bien au-dessus de ceux qui s'aventurent à me critiquer en ce moment. Et donc ça m'amuse, hein, dans un certain sens. D'abord, ça m'énerve, et puis après, ça m'amuse. Bref, allez, continuons. Perdons pas notre temps justement avec ça. Alors le gaz, voilà, comme prévu, hein, ça se pète la gueule. Je sais pas combien j'en ai vu essayer de dire qu'il fallait acheter ce truc-là. Non, hein, mais il fallait pas le vendre non plus. Là, tout simplement, on fait rien à un marché émotionnel. L'US Oil, par contre, lui, m'intéresse allègrement. Je pense qu'ici, on a la possibilité de former un bottom avec un momentum bien épuisé, des fins de cycle, c'est-à-dire qu'ici, on est bien sur des fins de cyclicité. Manque le problème de cette phase épidermique qui a complètement démonté le sentiment de tendance haussière. Mais donc je pense qu'il va falloir penser à installer des ranges, hein, mais dans un premier temps je pense qu'aussi on va sans grande peine probablement retrouver des niveaux de Fibonacci. La question est donc de savoir si on va aller plus bas, chercher carrément les 50, ou si cette zone-là réagit. On a réagi pile poil sur un niveau technique précis, c'est-à-dire qu'après avoir entériné cette zone de faible volume, c'est-à-dire après avoir chassé les stop-loss qui pouvaient se trouver dans cette zone-là, je pense qu'on a du mal à ouvrir le champ de cette zone de range-là. Et de la zone inférieure en fait. On peut considérer ça comme une zone de range ici, là, cette grosse boîte, support vers résistance, dont on essaie extrait par le haut, hein. Donc il y a un support historique dans cette zone de range. La grande question est, est-ce qu'on va réussir à ouvrir cette porte pour venir trader cette zone de prix qui avait donc été précédemment support? Moi j'ai tendance à penser que pour l'instant c'est très incertain, voire même je pense qu'on piège des couillons. C'est-à-dire que je vais argumenter un peu plus loin ici. Là, dans ce swing-là, malheureusement, en 2 heures, quand je vois ça, voilà, c'est ça qui m'invite à penser que on est sur une fin de cycle ici, une fin de tendance, parce que ici, c'est pas un mouvement baissier de tendance, c'est un mouvement de rect. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est plein d'acheteurs. Même chose que sur Bitcoin. Marché market maker, vous voyez bien les canaux, ça pousse. Le market maker, ou Dieu sait comment vous l'appelez, veut emmener les prix vers là. Donc les prix arrivent vers cette zone et évidemment ici pour y arriver on recte complètement les stop loss, c'est-à-dire tous ceux qui ici ont lutté, ont acheté le marché market maker se font démonter, hein, tiennent les positions en perte et ici forcément comme le market maker veut marquer un gros coup, boum, là il enfonce, mais ça généralement ça monte des phases terminales, c'est-à-dire que le market maker manque de liquidité en face de ça et qui va probablement terminer son travail. Donc là j'ai toutes les raisons de penser que c'est good pour l'US Oil et que le support ici est à acheter. Chose que j'ai faite. Voilà. Pour être honnête, moi c'est fait. Acheter US Oil, c'est réglé ce matin. Je vois que c'est déjà en train de remonter et ça me plaît bien. On a fait donc 2 vagues de conso. Je veux voir maintenant donc cette petite trail line là ici, c'est cette petite zone scalp à déborder pour venir chercher petit à petit celle-là et à terme, j'espère, celle-ci. Donc pour l'US Oil, pour moi, c'est ça les objectifs. À voir dans les prochains jours, revenir tester petit à petit ces résistances là, les 57,90, essayer de voir si on peut juste percer un peu à travers pour ouvrir la zone suivante avant de retracer un petit coup, peut-être revenir à nouveau chercher un petit support. Mais voilà, je pense que là, sur l'US Oil, en daily en fait, je pense que ce niveau-là, il a été brisé donc par cette phase épidermique de rect de stop, mais on n'a pas réussi à ouvrir le range suivant, ce qui fait qu'en fait l'objectif baissier n'est pas atteint. Ça se limite à une chasse au stop et je vois qu'ici probablement il n'y a plus de liquidité et je pense qu'on va avoir affaire à un marché qui va probablement dans un premier temps retracer et avoir derrière. En tout cas, voilà le cadre technique que je vais trader. Les signaux sont là pour corroborer ce scénario-là. Maintenant, il faut qu'on revienne faire des clôtures au-dessus du niveau Fibo à 55,45 pour réinstaller un peu ce sentiment de stabilisation. Mais je pense dans un premier temps un range ici à se former. Donc pour moi, des achats à bas de range avec une sécurisation à faire dans les hauts de range pour payer mes stop-loss. Et après, je commencerai à empiler des positions spéculatives. Mais dans un premier temps, j'y vais tout doux. Je spécule, donc pas de levier, et je vais sécuriser ces trades pour en reprendre, parce que je pense qu'on va travailler cette zone un petit moment. Voilà. Mais je commence à prendre des trades spéculatifs sur l'US Oil, tout doux, et voilà. Gold, tout ça, les scénarios sont en suivi. J'ai un scénario à mettre à jour là-dessus. Je pense là également qu'on est en train de former un bottom majeur. Je vous ai marqué ici ce que j'anticipe, c'est-à-dire que là, on en est là.
D'accord, on voit bien un cycle qui vient de se terminer, le momentum qui se retourne, qui ne déclenche pas de pattern, ni haussière ni baissière. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la place pour des excès de momentum plus baissiers. Mais pour l'instant, on a donc prix et momentum qui sont en accord. C'est-à-dire que le prix suit le momentum, donc il y a concordance prix et momentum. Et là, on est en train d'essayer d'installer donc un creux supérieur au creux précédent. Question, est-ce que le prochain sommet de momentum sera plus haut que le précédent? Dans ce cas-là, est-ce qu'on va pouvoir trouver une accélération haussière du momentum en direction probablement des précédentes résistances, voire débordement de ces dernières? Puisqu'on est bien dans un marché de range ici, voilà, on suit une tendance haussière, on casse cette tendance haussière, mais normalement il reste un schéma haussier à faire là derrière sur les taux. Donc je pense que la prochaine tendance a plus de chances d'être haussière suite à cette phase de stabilisation, cette phase de range qui aura quand même duré putain de merde. Combien de temps? Voilà, 2017, 2 ans de range sur les taux européens. Dont on va sortir probablement par le haut, à moins que pour une raison X ou Y, le QE reste de mise, voire soit augmenté. C'est-à-dire que là, en gros, pour casser ça par le sud, il faut que le QE continue, et pire, il faut qu'il soit augmenté. Je pense qu'il y a peu de probabilité que ça se produise. Mais ça peut toujours arriver. Donc gestion du risque ici, et j'aimerais bien donc voir effectivement le momentum se réactiver brutalement pour retrouver prix et momentum acheteur, et là, ça favorisera l'installation de mouvements un petit peu plus haussiers. Voilà, et je pense qu'on aura tout ce qu'il faut pour aller casser cette résistance. Donc je dirais un objectif par là, et j'aimerais bien qu'on y arrive avant le 5 décembre, qui est donc l'expiration trimestrielle de mes contrats futurs sur les Bund. Et évidemment, si ça n'arrive pas d'ici le 5 décembre, je vais devoir me faire niquer sur le rollover et recommencer le trimestre suivant. Et je pense malheureusement que c'est ce qui a le plus de chances de se produire. Voilà, alors VXN, on va en parler également. Pas de cassure de support sur VXN, donc il faut faire très attention à tout ça. VXN, je vous rappelle ce que c'est. C'est le contrat de volatilité adossé au Nasdaq, donc c'est le VIX du Nasdaq, pour simplifier. On est toujours dans un schéma ascendant. Je pense qu'on va casser cette résistance, donc attention, je pense qu'il reste malheureusement une structure de baisse à faire sur le Nasdaq et de hausse donc sur VXN. Les prix semblent suggérer ça là également, c'est-à-dire qu'après une phase de consolidation en deux vagues qu'on voit bien ici, A, B, C, le marché maintient une structure haussière. Faites très très attention. Je pense qu'il nous reste une phase épidermique sur le Nasdaq, probablement liée aux grands noms que vous connaissez, les Apple, Tesla, machin. Donc rien n'a changé sur ces scénarios swing, simplement j'attends tout simplement que les prix réactivent au nord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner ? Je crois que c'est tout. Donc surveillez les indices. Je pense installation de range, voire de retracement. Mais normalement, tant que VXN ne revient pas chercher les 22, et je pense qu'il a peu de probabilité de le faire, il faudra ne pas considérer que Wall Street a trouvé un support. Il faut vraiment que Wall Street vienne casser les 22 pour dire « Ok, on a trouvé le support ». Mais faites vraiment attention à ça. Ça me semble... C'est possible, mais ça me semble peu probable. Dans ce cas-là, ça pourrait être un rebond pour venir chercher les 20, et à 20, on rachète et on y repart un bon gros coup. Et je pense que dans tous les cas, on cassera cette résistance-là. Je ne sais juste pas comment. Il y a encore beaucoup de possibilités, beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que si trading il doit être extrêmement spéculatif à la vente sur le Nasdaq. Autrement dit, moi, je ne renforce clairement pas les ventes pour l'instant sur les indices américains et surtout sur le Nasdaq. Je n'ai plus que ça à la vente aux US. Je n'ai plus de S&P, je n'ai que du Nasdaq. Mais avant de renforcer cette position-là, je veux avoir une meilleure gestion du risque, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc dans l'incertitude trop grande, je préfère ne pas appuyer sur les boutons, conserver les expositions faibles en leur état actuel. Les indices zone européenne, on va franchement pas les traiter parce que honnêtement on s'en branle. Wall Street est en week-end et ils vont regarder ce qu'on fait de très loin, donc je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter sur les mouvements de marché tant qu'il n'y a pas des gros catalyseurs là, type Italie, Chine et tout ça, qui pourraient venir bouleverser un peu tout le merdier. Voilà. Attention, les traders ne sont pas dans les salles de marché, mais vous savez qu'aujourd'hui dans les salles de marché il n'y a plus de traders, il n'y a que des robots, donc les robots eux n'ont pas de vacances à Thanksgiving. Il y aura moins de volume à exécuter par les clients, donc il y aura moins de volume à traiter je ne vais pas utiliser market making, c'est vrai que ce mot-là vous emmerde, mais voilà, les market makers auront beaucoup moins de volume à exécuter pour leurs clients, donc il y aura beaucoup moins d'activités à réaliser, beaucoup moins de trading, point barre, quoi. Mais s'il se passe un élément majeur qui altère les marchés, soyez clairs et certains, les robots, eux, se réactiveront en moins d'un quart de milliseconde. Voilà. Et ils se mettront tout de suite à rebosser, que ce soit Thanksgiving ou pas, qu'on soit en plein milieu de l'heure de bouffage de dinde ou pas. Quoi qu'il arrive, le robot, il n'en a rien à foutre. Il ne bouffe pas de dinde et il sera toujours connecté au marché. Voilà.
Donc ayez conscience de ça. S'il se passe un élément majeur, ça peut bouger, mais tant qu'il ne se passe rien, normalement, il y aura très peu de volume demandé en exécution sur les sessions américaines, qui représentent de toute façon 70% du volume mondial. Donc en gros, si les Américains sont en pause, le marché global mondial est en pause en attente qu'ils reviennent, le ventre bien repu. Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va s'arrêter là sur ces 40 minutes qui me paraissent pas mal. General Electric, la séance hier n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'elle clôture avec une mèche haute et elle ne parvient pas à installer l'avalement haussier. C'est-à-dire qu'on casse le plus haut de la journée précédente, certes, mais on arrive à installer. Alors la clôture est légèrement positive, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à tenir l'ouverture en gap haussier, mais j'aurais aimé qu'on puisse tenir l'avalement haussier, c'est-à-dire une clôture un peu plus positive que ça, plutôt qu'un doji avec une mèche haute. Et surtout, j'aurais aimé qu'on clôture au-dessus des 7,87. Pour l'instant, ça ne tient pas. Donc la structure de prix, pire, attendez, est-ce qu'on a clôturé en baisse? Non, on a clôturé positif. On a réussi à clôturer au-dessus de l'ouverture. Donc voilà, à surveiller General Electric, ça me semble timide comme formation pour un creux, mais c'est pas impossible non plus. Quand vous avez cette structure-là, gap baissier, doji, gap haussier le lendemain et une bougie qui parvient à clôturer en positif, c'est pas mauvais signe, c'est même plutôt bon signe. C'est-à-dire on commence à tenir des gaps haussiers sur une action qui s'est quand même fait allègrement baiser la gueule. On va utiliser les vrais bons mots. Donc, on est peut-être sur des phases un peu plus terminales. En tout cas, la liquidité risque peut-être de commencer à manquer sur ce marché, mais je pense que ça ne déclenche pas pour l'instant des stratégies acheteuses pour ma part. Je préférerais attendre des confirmations plus marquées. Et voilà, c'est tout ce que je suis là pendant les prochains jours. Et toujours la thématique de fond sur les forex, les dollars, euros, yen. Toujours, je veux voir le yen plutôt apprécié, plutôt recherché face au dollar. C'est plutôt ça que je cherche à voir. Et un euro, malheureusement, toujours lié au flux tendu de données arrivant de l'Italie. Mais je veux voir, malgré ce flux, je veux voir quand même une tendance plutôt baissière sur le dollar. De même que je veux voir normalement un yen qui se dirige plutôt vers ses résistances. Okay, donc évidemment, des petites consolidations comme ça sont normales. On est dans un marché qui ne plaît pas à Wall Street. Ça n'arrange pas à Wall Street que le yen monte. Ils préféraient que le dollar reste recherché. Donc pour l'instant, attention à ça. Des oscillations, entre guillemets. On va dans les deux sens. On converge. Mais normalement, à terme, je veux voir une sortie haussière de ce pot yen plus qu'une sortie baissière. Puisque de toute façon, ici, on a créé un creux qui est pour moi un creux majeur et qui, je pense, va tenir, devrait tenir sans grande peine. Voilou. Allez, bye bye, bon week-end. Je vous ferai une petite gestion s'il y a des choses très intéressantes qui se passent sur les cryptos ce week-end. C'est pas impossible, je vous dis, on est dans le timing, mais moi je veux voir ce rect d'abord et je veux surtout voir tous les intervenants de marché littéralement dégoûtés. Malheureusement, j'espère que de ceux qui me suivent, vous ne serez que très peu nombreux à faire partie des gens qui malheureusement atteindront cet état de désespoir total, c'est-à-dire tout simplement, vous aurez essayé d'acheter des bitcoins depuis des trimestres, fait ça un peu aléatoirement, et puis là vous aurez commis probablement la dernière erreur qui aura été de mettre trop d'argent dans ces marchés ou un levier, et tout simplement le marché ira vous dire au revoir. Dans ce cas-là, soyez pas aigris, voilà, prenez ça comme une expérience. Alors c'est sûr que c'est une expérience douloureuse de perdre du pognon, c'est pas cool, mais voilà. Si c'était ça votre expérience de trading et qu'elle s'arrête là malgré vous parce que le marché en a décidé ainsi, vous n'en prenez pas au marché. Soyez conscient que vous avez commis des erreurs et ne cherchez pas des boucs émissaires. Vous aurez quand même appris pas mal de choses. Vous aurez eu un premier contact avec la finance, probablement un contact assez désagréable, mais n'allez pas pour autant rentrer dans les considérations habituelles de, comme je vous dis, chercher un bouc émissaire, chercher un responsable. Le seul responsable, c'est vous. Vous aurez pris des risques, malheureusement, malgré tous les avertissements que je vous aurais donnés, vous aurez préféré prendre ces risques. Si ça doit vous arriver, vous devrez payer les conséquences de vos prises de risques. N'allez pas me gueuler dessus. Je vous jure que là, pour le coup, j'ai aucune pitié. Si vous vous faites niquer dans cette connerie de rect, je sais pas faute de vous avoir averti. Alors là, pour le coup, je verserai même pas un sanglot pour vous. Soyez bien conscient de ça. Donc c'est vraiment pas la peine de venir déchaîner votre haine sur moi derrière. J'en aurai strictement rien à foutre. Là, ça me fera, mais ni chaud ni froid. Vraiment rien du tout. Voilà. Allez, donc sur ce, demain peut-être une émission pour répondre à vos questions, mais très honnêtement, je pense qu'on fera ça qu'à partir de la semaine prochaine, à moins que j'ai du temps demain, mais je vais plutôt m'occuper à faire du vilain shopping de Black Friday. Donc je vous dis à lundi, sauf peut-être sur Twitter pour des mises à jour, si des fois Bitcoin daigne nous faire un rect, et ensuite une réactivation haussière. Bye bye.